David Reich est l'un des meilleurs généticiens de sa génération, il a reçu de nombreux prix, il est professeur à Harvard, et il était considéré par Nature comme l'un des hommes les plus importants pour la science en 2015. En 2018, les presses d'Oxford publient son premier ouvrage, dans lequel il fait l'histoire génétique de l'humanité, mais il se fend aussi d'une partie entière sur la question raciale d'un point de vue scientifique et politique. Dans cette partie, il prend la position du juif inquiet, très troublé par le fait que la science, selon lui, va nécessairement finir par démontrer de manière éclatante qu'il y a des différences importantes, qu'elles soient comportementales ou intellectuelles, entre les races et les populations humaines. David Reich a peur d'un monde où seuls les racistes considèrent la science et aimerait donc que les antiracistes prennent en compte l'ampleur des différences raciales. Voici deux extraits tirés des pages 307 et 312 de la version française. Je suis profondément sensible au risque que les différences entre populations, mises au jour par la génétique, puissent être détournées pour étayer des conceptions racistes. C'est précisément pour cette raison que je m'inquiète de voir les personnes déniant l'existence de toute une série de caractères divergents camper sur une position indéfendable qui ne résistera pas aux attaques de la science. Depuis 2 décennies, la plupart des généticiens des populations veillent à ne pas aller à l'encontre des idées reçues. Quand on nous pose des questions à ce sujet, nous les éludons en nous réfugiant dans des comparaisons mathématiques proches de celles de Richard Lewontin, pour rappeler que la différence moyenne entre les individus au sein d'un même groupe est environ 6 fois plus grande que la différence moyenne entre les groupes. Nous soulignons que les mutations qui distinguent nettement les populations, l'exemple classique étant la couleur de la peau, ne constituent pas la règle et que, lorsque nous examinons l'ensemble du génome, les différences de fréquence des mutations entre les populations sont en général bien moins marquées. Par ces prudentes circonvolutions, nous cherchons délibérément à masquer le fait que les populations puissent présenter des différences moyennes importantes en matière de caractère biologique. Aux yeux de certains, les différences biologiques entre les populations, si elles existent, sont forcément beaucoup trop petites pour entraîner des écarts observables entre des aptitudes ou prédispositions. Ils pourraient soutenir que même si des populations humaines présentent entre elles des différences moyennes à l'égard de caractères génétiques influençant la cognition ou le comportement, trop peu de temps s'est écoulé depuis qu'elles se sont séparées pour que ces différences puissent être vraiment sensibles. Et nous en revenons ainsi à l'argument de Lewontin qui a fait valoir qu'on observe une différence génétique moyenne beaucoup plus petite entre les populations qu'entre les individus. Pourtant cet argument ne tient pas non plus la route. Le temps moyen écoulé depuis la séparation de la souche commune, qui peut atteindre 50 000 ans pour des paires de populations non africaines et plus de 200 000 ans pour celles d'Afrique subsaharienne, est loin d'être négligeable à l'échelle temporelle de l'évolution humaine. Si la sélection naturelle peut agir sur la taille ou la circonférence du crâne des bébés en l'espace de 2 ou 3 millénaires, il semble mal avisé d'exclure que des différences moyennes similaires puissent apparaître à l'égard des caractères cognitifs ou comportementaux.